Bonjour à toutes, bonjour à tous. On entend souvent parler de souveraineté nationale. On va aujourd'hui discuter de la souveraineté personnelle. C'est un concept qui est cher à notre invité, qui est philosophe et artiste, que nous recevons aujourd'hui, Laurence Vaky. Bonjour. Bonjour Romain. Merci d'être avec nous. Comment est-ce qu'on peut être philosophe et artiste? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Déjà, ça veut dire par rapport à ce que je crée, c'est-à-dire qu'à la fois j'écris des romans, aussi je fais un essai philosophique par rapport à l'identité, donc ça c'est la partie proprement philosophique. Je pense que conjuguer à la fois divertir et informer est un travail de philosophe qui recouvre aussi l'étude de notre société, la sociologie, la psychologie, la psychanalyse et la science. Et vous écrivez aussi depuis peu des chroniques, alors que vous écriviez depuis plus longtemps, mais depuis peu chez nous, depuis cet été, les lecteurs de François vous connaissent un peu mieux, et vous ont découvert quasiment chaque semaine, on peut le dire. C'est des billets d'humeur qui ont commencé avec l'élection d'Emmanuel Macron, hein, la saison 1. Au départ, c'était un exercice de style avec des aphorismes, sauf que Macron nous a tellement apporté de matière que ça n'en était plus possible. Après, avec le Covid, ça s'est encore développé. Pour moi, c'était important de, à la fois, moi, de prendre conscience de ce qui se passait. Moi, je suis pas politologue, je suis pas non plus philosophe au niveau de la politique, de voir ce qu'un grand public comprend au fur et à mesure de ce qui se passe avec une gouvernance qui, pour moi, n'en était pas une, telle que je l'aurais été, c'est-à-dire de diriger le pays pour le bien du pays. Et au fur et à mesure de cette conscience, faire que tout à chacun puisse prendre aussi conscience de son pouvoir, d'être acteur politique. Et on va en reparler après. On va en reparler après. C'est bien d'ouvrir sur cette thématique, mais c'est un concept intéressant que vous soulevez de l'état d'esprit finalement du citoyen, la souveraineté personnelle. On verra après ce que c'est. Mais première question, j'aimerais bien savoir. Vous parlez dans vos chroniques aussi de la responsabilité aujourd'hui du philosophe. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis alors, globalement. Pourquoi avoir commencé ces chroniques à la base? La responsabilité du philosophe, il se passe quelque chose de tellement extraordinaire en ce moment. Nous avons deux énergies poussées à leur maximum, qui sont l'énergie d'argent, que des gens possèdent d'une façon complètement démesurée, et deux, l'électricité. Cette énergie en soi, jusqu'à présent, elle nous permettait tout un tas de confort. Elle est arrivée au numérique. Et le tout numérique, c'est aussi la possibilité de l'ultra-contrôle. Toujours aussi plus dans une position quantitative. Être philosophe aujourd'hui, c'est fondamental pour aussi prendre du recul, de voir d'une façon beaucoup plus globale ce qui se passe, tout en rappelant la nécessité de ce retour à soi, et ce retour à soi qui est aussi en lien avec autrui. On ne peut être soi, on ne peut être un individu qui évolue dans une dynamique, si l'on n'est pas lié à ce qui se passe, si on n'est pas lié au terrain. À suivre toujours des injonctions gouvernementales nous déconnecte de nous-mêmes, nous déconnecte d'autrui, nous déconnecte du terrain. Donc le philosophe doit ramener ce qui est, doit permettre à tout à chacun de trouver, d'avoir sa propre opinion, de se faire sa propre opinion de ce qui est. Aujourd'hui, le citoyen est trop passif, c'est ça que vous nous dites, nous suivons trop d'injonctions sans finalement être acteurs? Je pense que les gens... Alors, il y a plein de niveaux différents. Il y a des gens qui ont très vite compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas dans leur intérêt. Depuis quand? Moi, pour ma part, le terrorisme, la lutte antiterrorisme et l'état d'urgence a été ce qui m'a le plus, tellement c'était général, qui m'a le plus choquée. Parce que tout à chacun devenait un terroriste potentiel, tout à chacun était un danger pour autrui. Oui, et les plans Vigipera te permettaient de renforcer la liberté de l'action des agences de renseignement, notamment. Voilà, donc, alors, si ça avait été fait sur une semaine ou 15 jours, on aurait pu comprendre un état d'urgence exceptionnel. Sauf que là, ça a duré. C'est quelque chose qui dure. Voilà, nous n'avons pas eu de compte-rendu par rapport à ça, de résultats par rapport à ça. Par contre, il y a eu cet ennemi flou,
cet ennemi qui crée une peur, mais qui est une peur insidieuse, qui n'est pas cette peur nécessaire qui nous permet de nous alerter et de nous mobiliser, qui est une peur qui fait se figer, qui met en état de sidération et qui regarde l'autre comme un ennemi. Et qu'est-ce qui s'est passé après avec le Covid? Alors, quand je parle du Covid, je ne parle pas du virus, je ne parle pas de la maladie, je parle de cette période, une parenthèse qui a du mal à se fermer, qui est encore là, où effectivement l'autre vous menace. Au tout début, et c'est là où c'est important la philosophie, c'est pas juger les gens, déjà pas se juger soi, d'être dans la conscience de ce qui nous arrive. Au tout début, qu'on nous a annoncé ce virus comme étant létal, extrêmement dangereux, quand je croisais des gens, je tournais la tête. J'avais peur aussi. Donc cette conscience de cet état permet aussi d'être en lien, parce que comprendre autrui, comment il fonctionne aussi, et ne pas le juger. Finalement, un philosophe ne juge pas. Il observe, il prend note des évolutions. Et je pense que cette période extraordinaire permet tout à chacun de voir à quel point il avait laissé la gouvernance politique, ce qu'on a appelé les puissances, que d'aucuns appellent les élites, la responsabilité sur notre propre vie. Parce que de plus en plus, il y a un empiètement sur notre vie privée, voire notre vie intime, puisqu'il y a aussi sur la sexualité, il paraît qu'il faut éduquer les enfants sur leur sexualité, ce qui est quand même assez... Le pouvoir rentre dans les foyers? Le pouvoir rentre dans les foyers avec, sans aucune nuance, et peu beaucoup. Sans nuance, ça veut dire de décider... que l'on va vers les extrêmes et vers peu d'équilibre. C'est ça que vous... Surtout pas du respect de la singularité de chacun. Tout le monde doit devenir aux ordres, tel un robot, tel une machine, en mode binaire. Accepter ou être contre, c'est le tout ou rien aussi. C'est justement ce que permet la philosophie, de sortir de ça, mais c'est ce que permet aussi simplement chacun d'être vivant et de se dire, mais moi je ne suis pas tout ou rien, je ne dis pas oui complètement, je ne dis pas non complètement, je décide, je réfléchis sur ce qui est. Et quel est l'état de la philosophie aujourd'hui en France? Parce que je sais que vous dites beaucoup, quand on parle de cette responsabilité du philosophe, que certains feraient mieux de se taire. Voilà. Vous le dites souvent. Je pense qu'apprendre à se taire, c'est parfois faire de la philosophie, et c'est cette nécessité d'attendre, d'avoir du recul, d'attendre de voir la situation évoluer pour en comprendre les mécanismes sous-jacents. Alors effectivement, on peut faire des références au passé, de toutes les périodes qu'il y a eu en philosophie, au niveau même de l'Antiquité. Pour autant, ce qui se passe là est tellement si particulier, tellement si peu... si en force, en fait, qui touche vraiment quasiment tout le monde, que c'est aujourd'hui qu'il faut trouver des nouveaux concepts pour vivre actuellement. Et vivre actuellement, c'est retrouver notre joie de vivre. C'est retrouver le lien, c'est retrouver le respect, c'est retrouver le sens de la confiance. La confiance, c'est quoi? C'est peut-être s'engager, faire des promesses et les tenir, faire un lien entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est réapprendre à aimer l'autre, c'est réapprendre à s'aimer soi. Finalement, vous avez la sensation que l'on a perdu en société des choses basiques, des éléments basiques de la vie en société? Oui, parce que... Quand vous parlez de joie de vivre, quand vous parliez de recréer du lien, quand vous parlez de tenir des promesses, on en parlera plus tard, ce sont des choses très basiques pour les êtres humains. Oui, mais c'est cet essentiel qui a été perdu. Ou qui est perdu, ou finalement, entre... cette peur diffuse fait que les gens sont dans une précipitation, dans du court terme, et là aussi où on s'est fait avoir par rapport notamment à cette crise Covid, c'est qu'on a cru au provisoire. Donc il y a cette course, genre, on va tenir jusque-là, on va tenir. Et en oubliant l'essentiel, en oubliant nos rythmes, en oubliant ce qu'on aime,
en ayant encore, je pense aujourd'hui, Nos rythmes de vie. nos rythmes de vie, nos D'accord. biologies, à respecter ces moments de calme, ces moments à soi, ces moments de s'ennuyer pour trouver du renouveau. C'est vrai que la complication est aussi de se projeter. Je ne sais pas toi, mais moi j'ai malgré tout beaucoup de mal à me projeter. Qu'est-ce qui va se passer dans un mois? Tellement tous les jours on reçoit des informations qui nous disent attention, 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 ou soyez vigilants, soyez vigilants. C'est vrai que l'on a l'impression depuis 2-3 années que donc la crise sanitaire est arrivée, tous les événements se sont enchaînés. Alors, il y a eu ensuite la guerre en Ukraine et en Russie qui a priori n'a rien à voir. Ensuite il y a eu le problème de l'énergie, la crise énergétique. On nous a dit d'abord qu'on allait mettre un bouclier tarifaire. Cet été on nous dit bon, le bouclier tarifaire un an plus tard ne servira plus, donc on a encore une hausse de l'énergie. Donc c'est pour le citoyen, en plus on a beaucoup d'inflation sur les produits de première nécessité. C'est vrai que pour le citoyen, ça peut commencer à faire beaucoup de choses anxieuses qui arrivent Voilà. mois après mois. C'est que c'est une grosse charge, on est en permanence aux aguets. Donc on peut comprendre que c'est compliqué d'être citoyen, justement. C'est compliqué de ne pas se décharger à des gens dont on a cru qu'ils pouvaient diriger le pays, qui en réalité tentent de diriger les gens pour en faire des personnes qui obéissent uniquement. C'est même plus le citoyen économique qui dépense. Là, c'est d'ailleurs, peut-il encore dépenser? Là, c'est celui qui obéit. Et alors, il y a quand même ceux qui sont réveillés ou qui veulent agir, mais qui se retrouvent parfois dans des mêmes situations à chercher quelqu'un qui va soutenir leur lutte. Ne pas à trouver en soi ce besoin de finalement respecter son territoire personnel. Qu'est-ce que vous aimeriez dire justement aux personnes que vous, alors selon vos mots, que vous ne considérez pas éveillées, qu'est-ce que vous aimeriez dire à un citoyen qui aujourd'hui a confiance dans les politiques actuelles, dans le gouvernement, dans les médias, dans les autorités la confiance, c'est comme l'amour, hein. Les actes. Voir concrètement les actes. C'est vrai que c'est très compliqué d'avoir été déçus. N'avons-nous pas cru tous qu'un gouvernement allait faire ses affaires pour diriger le pays, pour l'enrichir, pour permettre à tout à chacun, la France quand même, hein, ça ne se fait pas en France de bâillonner les gens, ça ne se fait pas en France d'avoir des faillites parce qu'on ne peut pas payer sa facture d'électricité. Et qu'il a fallu et qu'il faut se dire, oui, c'est ce deuil-là à faire. Nous ne sommes pas dans une société où l'on peut donner au gouvernement ce qu'il normalement devrait faire. Il faut accepter qu'on est dans une faillite politique, en fait. Donc c'est à chacun de reprendre ses marques et d'accepter de s'être trompé. Et alors aujourd'hui, on parle beaucoup donc quand vous dites de retrouver ces marques, aujourd'hui on parle beaucoup de politique et d'extrêmes. Et les personnes qui s'opposent notamment au discours du gouvernement sont souvent catégorisées d'extrêmes, parfois même des deux en même temps. Aujourd'hui, vous êtes une personnalité, philosophe, de sensibilité, de gauche. Comment est-ce que vous vous sentez représenté dans le paysage politique et médiatique aujourd'hui? Est-ce que vous trouvez, dans quelles paroles trouvez-vous du sens? En tout cas, par rapport à ceux qui sont officiellement dans les partis dits d'opposition, à partir du moment où le pass sanitaire a été voté, il n'y avait plus aucune illusion. J'aurais aimé conserver ces illusions. Tu parles d'extrême. Moi, j'entends le mot extrême droite. Moi, j'ai fait partie des gens qui étaient... On reçoit des invités qui sont en même temps catégorisés d'extrême droite et d'extrême gauche. Ouais, alors maintenant, comme ça... l'étiquetage médiatique ne prend plus de pincettes, finalement. Voilà. Alors moi, j'avais pas à remettre en question, comme beaucoup de gens encore aujourd'hui. Le Pen, extrême droite,
Pourquoi remettre en question? C'est simple. Bon, il y a la droite, la gauche, les extrêmes, les partis qui font des petits chiffres. Finalement, on se dit c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Après, c'est quand même une très grosse redistribution des cartes qui s'est passée. Moi, l'extrême droite, j'aimerais bien qu'on me dise ce que ça veut dire. Un peu comme complotiste, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quelqu'un qui utilise ce terme au jour d'aujourd'hui, soit il l'utilise pour clore les débats, pour clore même toute discussion, pour clore même toute connaissance, et là, c'est pas quelqu'un de très intelligent, soit il explique ce que ça veut dire. Moi, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas qui appartient à ces groupes-là. Voilà. Donc, ce que ça veut dire quand même, c'est que les gens qui utilisent ces termes n'ont pas d'argument. Quand on a un argument, on n'insulte pas, parce que c'est quand même une forme d'insulte, où ça suppose que la personne est extrémiste, donc elle va rentrer dans un fonctionnement fascisant peut-être, où elle va avoir des idées d'une violence sociale, d'une dictature. Parce qu'il y a beaucoup la notion identitaire dans ce qu'on appelle l'extrême droite, ou aujourd'hui la droite identitaire. Alors, moi, voilà. Mais alors, qu'est-ce que c'est être de gauche aujourd'hui en France? Qu'est-ce que je pensais défendre quand je croyais être de gauche, quand j'étais un lecteur de Télérama, lecteur abonné depuis longtemps, fidèle à ce journal, fidèle au journal Le Monde, à suivre le Nouvel Obs. Je croyais à une société riche, tant au niveau financier, mais aussi au niveau culturel. La gauche, c'était de faire société. C'était de permettre à tout à chacun d'exister dans sa singularité. C'est un beau rêve. Et je pensais que être de gauche, c'était empêcher que des gens se retrouvent à la rue. C'était empêcher que des gens se retrouvent sans ressources. Donc moi, j'étais et je suis pour que tout à chacun ait de quoi vivre, quelle que soit sa situation, surtout dans une situation de faillite généralisée. Que aussi tout à chacun ait la possibilité, ce qu'on a appelé l'ascenseur social, de pouvoir se cultiver, d'avoir ce temps à connaître la musique, à avoir des expositions, à soi-même être créateur, alors créateur artistique, mais créateur en règle générale. Voilà, c'est ce côté... oui, de jouissance de la vie que, à mon sens, la gauche devait représenter, qui n'excluait pas non plus la libre entreprise, qui n'excluait pas le pouvoir de l'argent dans son aspect positif, constructif de ce qu'il permet. Voilà, c'était ça pour moi. Ce que vous nous dites, c'est que ce que vous nous disiez au début de cette question, c'est que finalement, aujourd'hui, les personnes de gauche, et en étant une moi-même, ont du mal à se retrouver dans les partis politiques présentés aujourd'hui. Je les trouve suivistes. Je les trouve... les partis politiques. Les partis politiques. Ça ne veut pas dire que parfois certaines interventions ne sont pas galvanisantes, ça serait un peu exagéré, mais font écho à ce que je souhaite. Mais dans le terrain, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, en plus, à Paris, nous avons eu Hidalgo de gauche, nous avons eu Delanoë de gauche. Pour quel résultat? De gauche. Par rapport à cette gauche, sans doute idéalisée. J'avoue que ça peut être... ce qu'on voit à Paris, c'est un résultat électoraliste. Quelle différence aujourd'hui entre une gauche sociale qui se dit sociale et une droite qui se dirait ultra-conservatrice, obsédée par la classe sociale. Donc évidemment, alors c'est pas tant à être représenté au niveau des partis, on peut aussi soi-même se représenter, c'est aussi représenter des idées d'une société qui croit. Qu'est-ce que nous vante la gauche en s'associant avec les écolos? C'est la décroissance. Comment on peut souhaiter la décroissance? Vous ne croyez pas aujourd'hui dans la décroissance non. La décroissance, parce que la croissance serait associée à du gâchis.
Oui, la croissance aujourd'hui peut être accusée de prôner le surconsumérisme. Voilà, alors que l'économie, justement, l'écologie, ce serait la saine gestion des ressources pour une croissance. Vous ne croyez pas aujourd'hui que l'on est dans une société trop consumériste? Ben, en tout cas, ça va être difficile avec l'inflation. Ce ne serait pas du consumérisme, ça serait de la superficialité, au besoin des gens de se rassurer, mais on revient sur la notion de peur. Pourquoi les gens ont besoin de se rassurer, de montrer que malgré tout, ils réussissent à quelque chose? Ben, c'est de montrer les signes extérieurs de richesse. Est-ce qu'on a encore le temps de s'enrichir, d'être riche en tant que personne, d'être riche en tant dans des connaissances, d'être riche dans la jouissance de profiter de la vie, tant dans son essentiel aussi que dans son futile? C'est ça la croissance aussi. Et donc, la croissance peut faire partie des promesses du gouvernement, et ça fait une transition par rapport à ce que vous vouliez évoquer. Vous allez publier la semaine prochaine une tribune qui s'avère être très intéressante, qui s'appelle « J'aurais cru à ce gouvernement si », et qui reprend beaucoup de promesses qu'a fait le gouvernement depuis 2017, le gouvernement d'Emmanuel Macron. Et vous dites aujourd'hui, on voit le constat, si on reprend les promesses de base, le citoyen ne peut que se sentir lésé. Ben, en fait, moi, l'idée, c'est pas de m'opposer. Je ne suis pas un politique, donc je vais pas m'opposer à la gouvernance Macron pour dire regardez tout le mal que cette personne fait, ou tout le mal que la gauche ferait en n'étant pas assez en opposition. Vous êtes là pour faire un constat objectif. Je veux rester sur des exemples concrets. Donc là, cet article qui est publié dans le cadre d'une rétrospective qui fait gentiment, trouvé judicieux de faire François, que j'avais écrit en 2020. Donc là, c'est un article qui date de novembre 2020, qui dit « J'aurais cru à ce gouvernement », parce que j'aurais aimé croire à ce gouvernement, même si j'étais pas d'accord sur tout, j'aurais aimé croire à ce gouvernement. Alors là, j'avais fait une anaphore à la façon qu'avait fait Hollande, moi président, sauf que moi j'avais mis « J'aurais cru à ce gouvernement si ». Alors, par exemple, j'aurais cru à ce gouvernement s'il ne nous avait pas accusés de nous confiner parce qu'on s'était mal comporté au premier tour des élections municipales le 15 mars 2020, parce qu'on n'avait pas été sage, que c'était notre faute, on l'avait bien cherché. Vraiment, comment peut-on qualifier cela d'un gouvernement vis-à-vis de citoyens libres ? C'est pas une invention, c'est une réalité. On nous a dit que c'était notre faute, qu'on nous avait confinés parce qu'on s'était mis dans les parcs après avoir été votés, qu'on n'avait pas été sages. Comment on peut cautionner ça ? J'aurais cru à ce gouvernement s'il n'avait pas été décidé d'actions coercitives à l'encontre des Français, illustrées par la mise en place des attestations dérogatoires. Il n'y a qu'en France qu'on a eu ces attestations dérogatoires. Et c'est elles aussi, d'ailleurs, qui ont révélé qu'il y avait quelque chose qui ne pouvait pas aller. Même si je croyais à la létalité d'un virus, il y avait quelque chose qui n'était pas du tout sanitaire, qui ne pouvait pas être une mesure sanitaire, évidemment. Il y a eu des mesures de restriction qui allaient au-delà du sanitaire, c'est ce que vous nous dites, qui ont profité alors ? Les attestations dérogatoires, c'était faciliter la verbalisation par les policiers et les gendarmes, ces gens qui sont censés nous protéger. Non, en fait, ça permettait de se faire verbaliser si on restait... Dans la peur, de créer la peur pour les citoyens ? Dans quel but ? De créer une défiance. Moi, je me suis fait verbaliser une seule fois par des policiers en vélo. On était en train de faire la queue dans un magasin pour faire nos courses, nos essentiels. Ils nous ont pris par derrière, comme pour nous piéger, pour trouver à faire verbaliser. On n'était plus du tout dans l'idée de protéger la société. Et surtout, moi, je crois fondamentalement au rôle des policiers et des gendarmes qui, à ce moment-là, pour moi, je ne pouvais plus respecter ces gens, puisqu'ils ne me respectaient pas et ne respectaient pas leur engagement de me protéger.
Et j'aurais jamais cru, parce que je n'avais pas cette attestation, je n'aurais jamais cru qu'on me contrôle sur une attestation, vu que je respectais ces fameuses distances, ce fameux 1 mètre, qui aujourd'hui nous fait rire jaune, tellement on sait à quel point c'était aléatoire et arbitraire. Donc ces promesses sont très centrées sur la crise sanitaire, sur ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire est un extraordinaire révélateur, ne nous trompons pas, et la parenthèse, comme je dis au tout début, n'est pas refermée. Ce qui s'est fait sur la crise sanitaire a révélé effectivement tous les manquements, finalement toute cette fausse mission que ne se donne pas, enfin toute cette mission que se donne pas Emmanuel Macron. Qui normalement devrait présider aux destinées de notre pays, comme ça l'est déjà dans les autres pays. Comment se fait-il que les mesures qui ont été faites sont uniformes? Ce n'est pas qu'une question d'appartenir à l'Union européenne. Quand je dis appartenir, de dépendre, je ne sais plus comment on peut exprimer ça, qui montre qu'il n'y a pas de spécificité aussi par rapport à la France, mais ne nous trompons pas. La crise Covid, on peut avoir la même chose sur la crise climatique, qui ne date pas d'hier, cette idée de culpabiliser les gens. À partir du moment, là c'est presque une base psychologique, à partir du moment où on vous culpabilise, c'est qu'on vous manipule. Donc, nous avons été culpabilisés, tout était de notre faute. Nous avions la responsabilité de la circulation du virus parce que l'on devait tout faire pour cacher les chaînes de transmission. Pour vous, aujourd'hui, on culpabilise trop le citoyen ? Ah oui, c'est une façon déjà, puis on le culpabilise avec les petits gestes, ce nudge, les petits gestes. Ça avait commencé déjà avec les sacs de caisse, parce qu'évidemment, imaginez-vous qu'à partir du moment où vous achetez un sac de caisse, déjà vous êtes moins polluant, et puis évidemment, il n'y aurait plus de continent plastique. C'est quand même assez terrible, parce que l'obligation des masques faciaux a sans doute énormément renforcé ce continent plastique. Rappelons que les masques, soi-disant en papier, sont des masques en plastique. Les masques ont beaucoup pollué, effectivement. Ont beaucoup pollué. En étant abandonnés dans les rues, sur les trottoirs. Tout à fait. Quelle est la place du citoyen là-dessus? Parlons de cette souveraineté personnelle. Comment le citoyen, alors, pour avoir un avis positif et un discours positif, maintenant, quels sont les moyens d'action et quel état d'esprit? Vous parlez beaucoup de l'état d'esprit qu'il faut pour le citoyen. Alors, on parlait tout à l'heure de se taire pour laisser le silence, trouver de nouvelles voies, être dans un rapport à soi, de s'accompagner. Nous avons subi et nous subissons encore des traumatismes, de voir aussi nos limites, et aussi d'être dans un rapport à autrui de soins. De soins, de respect, parce qu'en fait, nous avons énormément de pouvoir. Je vais donner une anecdote. On sait déjà que sourire à quelqu'un dans la rue peut lui changer sa journée. Un jour, je fais la queue dans un magasin. Comme tout le monde, je vais souvent dans un magasin. Et il me manque, je paye en liquide. C'est important de payer en liquide en ce moment. Et il me manque 10 centimes. Je dis, écoutez, tant pis, mettez cet article de côté. La personne derrière moi, une dame, elle me dit, mais il vous manque combien? Je sais pas, il me manquait, 10-15 centimes. Vous n'allez pas vous embêter pour 10-15 centimes. Elle prend son porte-monnaie, elle sort, allez, prenez tout. J'ai une journée extraordinaire. Ça lui a coûté quoi à cette personne? 15 centimes, 10 centimes. Pour moi, c'était merveilleux. Et quelque chose a soudé un lien. J'ai plus jamais revu cette personne, mais j'ai aimé les gens ce jour-là. Je pense que notre responsabilité de citoyen, c'est de combattre la misanthropie. C'est très difficile de ne pas être misanthrope quand même. Aujourd'hui, ce sont des petits gestes comme ça qu'il faut retrouver. Ces petits gestes, c'est vrai que c'est très facile de juger les autres. Ça nous défoule, ça nous fait du bien. Ça nous donne l'impression d'avoir raison. Mais c'est inutile. Enfin, ça nous met contre.
C'est vrai aussi, et j'avoue mes limites. Moi, aujourd'hui, quand je vois quelqu'un avec un masque, où je vois même plus presque ses yeux, parce qu'il y en a qui mettent un masque avec des lunettes et tout, j'ai du mal à réfréner ma colère. Ça peut aussi être dur, si vous parlez qu'aujourd'hui la société devient de plus en plus morose, ça peut être dur aussi d'en venir à essayer d'avoir ces petites actions. Elle est vraiment plus morose aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes qui n'ont pas vu ce qu'il y avait avant? Est-ce qu'aujourd'hui il y a vraiment moins de joie qu'auparavant? Moi, je pense que la vie, c'est quand même jouir de la vie. C'est quand même avoir du plaisir. C'est pas vivre sous la contrainte. On habitue des jeunes à toujours être sous contrainte, à obéir, à attendre un ordre, à leur dire qu'ils ne savent pas pour eux-mêmes ce qui est bon. Donc on est moins autonome en société, les citoyens. On apprend aux gens à être moins autonomes. D'accord. On apprend aux gens à avoir peur de se tromper. On apprend aux gens à avoir peur de prendre des risques. Donc c'est une manière pour le pouvoir finalement d'être fort puisqu'il a le monopole de l'action citoyenne même. Voilà, d'avoir raison pour les D'accord. autres, alors qu'il n'a raison pour personne. Surtout encore une fois, pour moi, il est là pour diriger le pays. Il n'est pas là pour diriger les gens. Et on a vu notamment le terrorisme, enfin la lutte antiterrorisme, et sur la crise Covid, comment on a décidé des gens. Comment on a décidé de ce que devaient faire les médecins, c'est-à-dire rien faire en l'occurrence. On a rendu complices les médecins de ne pas soigner quand même. Donc on a décidé aux gens, ceux qui obéissent facilement, ils ont pensé mais les médias ont beaucoup aidé à ça. Les médias traditionnels. Les médias, la télé a beaucoup aidé. Alors moi, je suis quand même très handicapée parce que je ne regarde pas la télé. Moi, je regarde le terrain. C'est vraiment un handicap, vous pensez? C'est un handicap parce que ça crée un décalage avec ceux qui ont obéi et qui croient savoir. Ça crée deux cultures de citoyens. Ça crée deux mondes. Ça crée un monde qui se croit informé et ça crée un monde qui ressent et qui peut douter justement, qui est plus... C'est un peu d'ailleurs le problème des scientifiques qui se donnent le droit, et ça fait partie de l'esprit scientifique, de douter, de se remettre en question. Quand à côté, de l'autre, on donne à des gens la croyance qu'ils ont raison puisqu'ils écoutent un pouvoir, qu'ils écoutent une autorité. Alors que voilà, tu parlais du citoyen, peut-être que se dire qu'on n'a pas forcément raison, mais qu'en tout cas on est en accord, en phase avec ce que l'on ressent, en phase avec le terrain, en phase avec, on crée une dynamique avec les gens, avec soi-même. Je pense que ce qui a pu rendre certaines personnes agressives, comme on a pu se faire insulter dans la rue quand notre masque était mal mis ou quoi que ce soit, c'est que beaucoup de gens qui ont obéi savaient qu'il y avait un truc qui clochait, quand même. Mais alors là, ce que vous nous expliquez depuis tout à l'heure, c'est ça que vous appelez la souveraineté personnelle, finalement. D'accord. Et alors, toute action commence par des petites actions, toute grosse action commence par des petites actions. Comment est-ce que les gens pourraient retrouver cette souveraineté personnelle? C'est par la mise en lien dont vous nous parliez La mise en lien, la sortie de se laisser culpabiliser, donc d'être dans le plaisir, notre le plaisir de vivre. Donc c'est le refus des injonctions politiques, d'une certaine manière. Qui n'ont pas à être là. Donc c'est la désobéissance civile. C'est la désobéissance civile, mais c'est pas si on va concrètement de vos philosophies jusqu'à la politique. Voilà, c'est la désobéissance civile, mais parce que ce qu'on impose n'a pas de sens. Si ça avait du sens... C'est le principe de la désobéissance civile. Voilà, on désobéit pas pour désobéir. On n'est pas rebelle pour être rebelle, si tant est qu'on soit rebelle. C'est parce qu'on dit, mais cela n'a pas de sens. À un moment donné, ce que je dis... donc par rapport à j'aurais cru à ce gouvernement, j'ai dit, pour moi, peut-être que je rêve, mais je dis, j'aurais cru à ce gouvernement si des courriers nous avaient été adressés avec des bilans, des actions et de l'humilité pour expliquer pourquoi ces décisions, comme
Pourquoi ces décisions sont comme des tentatives et non des dictates et des ordres de surcroît qui se contredisent sans ligne directrice. C'est par rapport à ça qu'il faut désobéir, c'est qu'on le voit qu'il y a une inconstance, on voit que c'est tout et son contraire, qu'il y a une promesse un jour et finalement on apprend que c'est autre chose le lendemain. On a quand même cette promesse, pour revenir là sur le dernier article, je parlais du logement. Donc, on nous supprime la taxe d'habitation, mais on nous augmente la taxe foncière, qui fait qu'il y aura de moins en moins de gens qui vont pouvoir être propriétaires pour louer, notamment. Qu'en plus, par rapport aux réglementations dites écologiques, il y a de moins en moins de logements qui vont pouvoir être mis en location. Qui en plus, avec le manque de ressources des gens, où vont se loger les gens ? Quel rapport avec la promesse de Macron du premier mandat de nous dire qu'il n'y aura plus de gens à la rue ? Donc comment peut-on obéir à quelqu'un qui est dans qui n'a pas de parole ? Quand il se mêle de la vie privée des gens, puisque là, du coup, il se mêle de la vie privée des gens, le logement, c'est fondamental, ça fait partie des essentiels, puisqu'on vous a fait le coup des essentiels. Comment croire à ça et justement, être bien avec soi, c'est ne pas y croire. C'est d'arrêter de croire tout et n'importe quoi. C'est de croire en soi, c'est de croire aux gens qui sont fiables, aux gens qui respectent leurs promesses. Et d'ailleurs, vous parlez aussi beaucoup d'accepter de se tromper et de prendre des risques. Donc ça va avec l'action citoyenne qu'il y avait avant. Il faut savoir, du coup, sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement quand vous parlez de ça ? Ben oui, c'est affirmer sa singularité. C'est ne pas être forcément dans la séduction, dans le fait de plaire. C'est pouvoir aussi déplaire. Est-ce que là, quand nous faisons cette discussion, nous prenons un risque ? Nous nous positionnons, nous nous affirmons. C'est ça aussi, prendre un risque. Et peut-être que quand je conteste telle et telle réforme, est-ce que peut-être cette réforme, je me trompe de sujet ? Mais c'est important aussi de pouvoir se placer sur telle et telle information, sur telle et telle donnée, pour avancer, d'avoir tout un tas de jalons comme ça. Donc forcément, peut-être que l'on se trompe, peut-être qu'on ne peut pas tout savoir. Moi, je n'ai pas toutes les informations. Qu'est-ce qui se passe à l'Élysée ? Qui fait que... alors, à la fois savoir se taire, effectivement, mais à la fois aussi affirmer certaines choses qui nous semblent justes, s'engager, finalement. C'est une forme d'engagement. C'est une forme d'engagement, c'est la liberté. Et l'intelligence émotionnelle, dans tout ça, vous en parlez beaucoup également. L'intelligence émotionnelle, c'est à la fois savoir faire lien avec soi, s'accompagner et lien avec autrui. On parle peu d'intelligence émotionnelle en général. Vous en parlez beaucoup dans vos travaux, mais on en parle peu en société en général. Qu'est-ce que c'est pour vous ? Et qu'est-ce que ça devrait être pour le citoyen ? C'est déjà savoir regarder l'autre sans le juger. Il faut savoir que j'avais lu quelque chose qui m'avait énormément intriguée. Quand on envoie des gens dans l'espace, alors il y a tout un tas d'épreuves qui sont faites, tout le monde ne peut pas être cosmonaute, mais quand on envoie des équipes réduites, ce qui prime à un moment donné, quelles que soient les intelligences, les compétences, la capacité à supporter de vivre dans un espace confiné, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire savoir faire avec autrui, savoir faire avec soi. Savoir gérer ses émotions. Savoir gérer ses émotions, c'est pas se les interdire. C'est quand on est en colère, de dire là j'ai une colère, mais c'est de l'exprimer de façon créative, de façon qui va permettre de voir qu'il y a quelque chose qui va pas ou d'arriver à une discussion avec autrui ou même une discussion avec soi. L'exprimer, c'est déjà la gérer. C'est déjà la gérer. C'est déjà l'accepter. C'est sortir du déni. C'est sortir de ce déni. Les émotions sont importantes. Ce déni peut facilement nous faire perdre qui l'on est. Les émotions nous informent c'est cette sensibilité qui va de pair avec l'intelligence. L'intelligence proprement cognitive ne peut fonctionner s'il n'y a pas la sensibilité qui va avec. L'intelligence cognitive, finalement, est-ce qu'un ordinateur, un robot ne peut pas l'avoir ? S'il n'y a pas cette sensibilité...
Ce déni de l'émotion, c'est aussi ce déni de la peur, c'est aussi le déni de la mort. J'aurais cru, j'aurais aimé, j'aurais souhaité que une crise sanitaire telle que je pensais qu'elle était, et telle qu'elle était présentée au début, non pas la notion de guerre, hein, qui là aussi m'a fait comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que nous étions mortels. Ce déni de la mort fait oublier aux gens le précieux de la vie. La mort peut avoir ce côté terrifiant, mais aussi ce côté sublime. Ce que l'on vit là, ce moment qu'on vit, il est unique. Il ne se reproduira pas. Savoir profiter de ce qui est, de cet instant-là, de qui l'on est, des gens avec qui l'on est, de ce que l'on ressent, c'est absolument fondamental. Peut-être que c'est ça, être philosophe, c'est réapprendre à être un enfant finalement. Mais cet enfant ou presque même l'animal, cet enfant qui sait jouir de l'instant parce que la vie est précieuse, elle est courte, on ne sait pas quand on va mourir. Et vraiment, cette acceptation que l'on est mortel, c'est une autre vie que l'on peut vivre. On ne peut plus accepter n'importe quoi quand on se rappelle que la vie est courte. C'était un très bel entretien, je suis très content de la discussion et de l'échange qu'on a pu avoir aujourd'hui. Une dernière peut-être question pour conclure tout cela, parce que c'était des belles idées, une belle philosophie. Et pour les gens qui pourraient se dire, bon, mais finalement, Madame Vaquier a beaucoup parlé d'affirmer ses émotions, de se mettre en lien. Aujourd'hui, pour ceux qui se sentent dans un état d'urgence politique, qui se sentent agressés politiquement régulièrement, et qui, là, je pense qu'ils pourraient se dire, oh, c'est des idées, bon, c'est bien mignon, mais ça va pas faire changer les choses radicalement politiquement. Qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui pourraient penser que ce sont des petites actions trop minimes? Déjà, il y a quand même la conscience que le pouvoir actuel, qui est renforcé par un pouvoir financier énorme, c'est quand même, nous sommes quand même le pot de terre contre le pot de fer. Nous avons un pouvoir sur notre vie, nous avons un pouvoir de retrouver le chemin du plaisir, mais en face, on a un pouvoir très important. On a un pouvoir, effectivement, mais ce que l'on peut changer, c'est déjà empêcher un pouvoir mortifère d'être tout le temps aux aguets par rapport à des injonctions, des privations, des restrictions, ne pas laisser prise à ça. D'avoir la conscience du mal que ça peut nous causer, des faillites que ça causait, sans trop chercher à ce qui va se passer dans le futur, de ce qu'on va nous faire vivre dans le futur. Il est important de garder ces plages, et c'est pas du tout minime. On a besoin de cette respiration, on a besoin de cette dynamique propre. Sinon, on accepte d'être otage de l'arbitraire, des décisions, de ce pouvoir financier qui est quand même extrêmement monstrueux. C'est un pouvoir énorme. Alors, changer les choses, c'est déjà changer... c'est sortir de la méfiance de l'autre. C'est finalement une sacrée résistance que d'être un peu bisounours. Hein ? C'est une belle formule. C'est finalement rappeler ce qui est humain et animal en nous, c'est cette beauté de l'intuition, de cet art de vivre. Qui nous est un peu retiré. Qui nous est retiré si on le laisse se faire retirer. Je pense que notre résistance, elle est là. Ça ne veut pas dire, et pour moi, c'est ça qui prépare justement la possibilité, à un moment donné, quand ça sera possible, et ça l'est déjà sur certaines actions, de pouvoir effectivement agir contre un faux gouvernement, pour moi. Dans une société libre de penser, le citoyen doit toujours s'empêcher de rester passif. Ça peut être confortable. Beaucoup de gens veulent rester passifs. Les gens décident pour nous. C'est un confort à court terme. Ok.
C'est un confort à court terme. On se laisse faire. Et je pense que beaucoup de gens, c'est un confort à court terme parce qu'ils pensent que c'est provisoire. On parlait du provisoire Puisque tout à l'heure. Ne pas faire confiance, c'est très inconfortable, puisque ça force les gens à devenir actifs. Oui, ne pas faire confiance à quelqu'un qui ne mérite pas notre confiance, qui nous a trahis, qui nous a fait de fausses promesses, qui a quand même ruiné une partie du pays, me semble-t-il, qui fait qu'on a beaucoup de mal à se projeter. C'est pas normal de pas réussir à se projeter. Ce qui est assez intéressant avec c'est pas sain, quoi. Oui. Par exemple, avec le président Emmanuel Macron, l'autre jour, nous avions reçu au début du mois de septembre Philippe Pasco, qui est écrivain et enquêteur sur la corruption des élites, avait demandé à ce qu'on mette le casier judiciaire vierge pour les élus, puisque si on a un casier judiciaire, on ne peut pas travailler à la mairie. Par contre, on peut devenir maire. Donc c'est quand même assez étonnant. Emmanuel Macron, en 2017, l'avait mis dans son mandat, dans son programme. Et au moment du débat où ils étaient une dizaine, on ne se souvient plus exactement, il avait affirmé « c'est dans mon programme, je l'ajoute, je demanderai le casier judiciaire vierge ». Juste avant le deuxième tour, Philippe Pasco reçoit une note, finalement on l'enlève du programme d'Emmanuel Macron. Donc il y a au-delà des promesses, il y a cette manipulation des promesses. On les ajoute quand ça nous intéresse politiquement, et on peut les retirer, mais dans la tête des gens, il s'est engagé sur cette promesse. Ouais, et puis ce qui est quand même très inquiétant, c'est quoi son problème par rapport au casier judiciaire vierge? C'est un autre débat. Non, mais... Oui, oui, c'est une question. Mais visiblement, c'est un problème pour beaucoup de politiques. Si tu veux être animateur dans une colonie de vacances, on te demande un casier judiciaire vierge. Pour être journaliste, avoir la carte de presse, je pense qu'il le faut également. On nous le demande en tout cas quand on demande la carte de presse. Il y a quand même le souvenir qu'on nous a parlé d'exemplarité. Et en même temps, ça ne devrait même pas être indiqué, ça devrait être la base quand on dirige un pays. Quand on le représente, Emmanuel Macron dirige le pays et le représente. Il y a aussi le gouvernement, mais il représente notre pays. C'est ça qui me pose problème, en fait. Tout à fait. Merci en tout cas d'être venu chez nous. Laurence Vaquis, c'était très intéressant. On espère vous recevoir de nouveau prochainement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Un livre en préparation ? Un livre, alors il y a le livre par rapport à l'identité de sexe qui j'espère va être publié, qui est sur l'identité, qui est sur la singularité en fait, au-delà de la biologie. Et ce sur quoi je travaille, c'est par rapport à l'écologisme. C'est-à-dire pour remettre à sa juste place, comme on l'a mis à la juste place la gouvernance, la juste place ce qu'est l'écologie. Quand l'écologisme, et beaucoup trop l'écologie politique, retire justement, est contre-productif par rapport à l'écologie, l'écologie qui est la saine ressource de l'environnement. Donc de nous-mêmes. Et tous les lecteurs et futurs lecteurs de François peuvent aller lire vos chroniques chaque semaine dans l'espace Tribune sur le site de François.fr. Merci une nouvelle fois d'être venu, Laurence Vaquis. Merci Romain. Et merci à vous d'avoir regardé cet entretien. Vous pouvez le partager sur tous vos réseaux et François appartient à ses lecteurs. Vous pouvez nous faire des dons sur François.fr/soutien comme d'habitude. À bientôt. Au revoir, Laurence Vaquis.